Dans le même temps, cette France qui va bientôt devenir celle du passif, va voir se créer une nouvelle espèce jusqu'alors assez peu répandue, les chanteurs engagés. On va sentir poindre une vague de contestation que certains d'ailleurs ne voient pas venir. Alors certes, vous avez Gérard Lenormand qui chante Si j'étais président en pleine campagne préélectorale, mais plus sérieusement, vous avez par exemple un Julien Clerc qui risque un plaidoyer contre la peine de mort avec la chanson L'assassin assassiné, écrit par Jean-Loup Dabadi. On le voit, le vent quand même de changement des années 70 n'est pas entièrement retombé. L'autre preuve, le 30 octobre, Coluche qui se lance lui-même dans la campagne présidentielle. De ce fait, le candidat du Parti socialiste est en mauvaise posture à ce moment-là, parce que cette candidature va lui retirer des voix au premier tour. En décembre, Mitterrand est crédité de 18% au premier tour contre 32% pour Giscard. Pour le PS, la situation est alors dramatique, d'autant plus que l'humoriste Coluche donc est crédité de 12,5%. Finalement, Coluche va retirer sa candidature dans des conditions qui seraient d'ailleurs trop longues à raconter ici. L'élection présidentielle n'est pas le seul programme à captiver les Français en cette fin d'année. Un vent nouveau souffle des États-Unis, un vent de pétrole, de Stetson, une famille richissime mais déchirée par les luttes fratricides, une famille texane, la famille Ewing. Et c'est une première dans le monde des séries télé. C'est le moment du réveil de l'Amérique. La première étincelle d'une nouvelle American Way of Life, si vous voulez. C'est également le vrai début de ce qu'on a appelé les années fric. Dallas, c'est les prémices du cinéma des années Reagan, qui va faire dire d'ailleurs à Bertrand Tavernier cette fameuse phrase « Un film n'est pas seulement une histoire que le cinéma vend, mais aussi une culture, un pays, un autre type de consommation. » Cela, les Américains l'ont très bien compris. Et il a raison. Ce changement a commencé, c'est vrai, à s'opérer sous Carter, mais la tendance est là, celle des nouveaux cinéastes d'Hollywood et les fantastiques réussites de la Guerre des Étoiles et des Dents de la Mer, vous avez Spielberg, Lucas, etc., et tant d'autres. C'est le retour des films à grand spectacle. Une véritable révolution cinématographique et commerciale s'opère alors. Va s'élaborer un cinéma authentiquement reaganien, si vous voulez, en ce sens qui va perpétuer directement les valeurs défendues publiquement par ce président. Son héros, vous allez le voir, vous allez reconnaître d'ailleurs, est un personnage hostile au monde urbain, seul ou traumatisé, inaccessible à la modernité pour lui préférer d'ailleurs des valeurs plus traditionnelles telles que la virilité masculine. Il est allergique au déchirement bureaucratique de l'administration, mais il est quand même amené à défendre l'Amérique face à un péril extérieur que l'armée ou la police, qui sont d'ailleurs empêtrés dans la paperasserie et les obscurs concepts juridiques, peine à conjurer. Alors là, vous allez reconnaître les Stallone, les Schwarzenegger, les Bruce Willis. C'est l'époque de la reprise du pouvoir par les majors qui sont grandement aidés par l'administration Reagan qui va annuler le décret antitrust Paramount de 1948. Il devient en gros, si vous voulez, il devient possible désormais pour les studios d'acquérir des canaux de diffusion, des cinémas, des salles de cinéma, des studios de télé, des chaînes de télévision, concentrant ainsi dans leurs mains toutes les phases d'exploitation, le produit, la distribution et la diffusion. Du coup, après les années de déclin, le combat pour l'Amérique passe par une phase de rédemption, quasi christique, on le voit dans tous les films. Les héros doivent connaître une phase de souffrance physique pour mieux renaître. Selon l'adage, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je crois qu'il y aurait assurément une magnifique émission à faire sur le nouvel Hollywood. Il n'y a malheureusement pas qu'au cinéma que la violence règne. Dès 81, d'ailleurs, Ronald Reagan échappe de peu à une tentative d'assassinat, mais l'Égyptien Anwar el-Sadat n'a pas eu, lui, autant de chance. Hosni Moubarak va le remplacer à la tête du pays et confirmer dans le même temps l'interdiction pour les organisations islamistes de se présenter à des élections. Autre attentat manqué de peu, c'est celui dont réchappe le pape lui-même, Jean-Paul II, à Rome. En Espagne, c'est aussi un coup d'État, mais il est manqué celui-là de peu, celui du colonel Terrero, bien géré par le roi Juan Carlos. Côté santé et vie quotidienne, ça ne va pas forcément mieux. Aux États-Unis, on découvre les premiers cas d'une pathologie rare chez les adultes, dont les symptômes sont consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. On l'appellera bientôt le syndrome d'immunodéficience acquise, autrement dit le sida.
Pour nous en France, cette période est curieuse. L'élection présidentielle électrise l'air ambiant. Sur le plateau d'Antenne 2, en plein journal télévisé, donc en direct, on peut assister à ça. Écoutez bien. Vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. L'être français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soisson. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soisson. Il faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé parler. On a parfois l'impression que rien n'a changé. Et tandis que François Mitterrand grignote des points dans les sondages, un autre fait de société, lui, grignote aussi, non pas des voix, lui, ce serait plutôt des fantômes. Et qui n'a pas passé des heures sur un Pac-Man n'a jamais vraiment joué à un jeu vidéo, si vous voulez mon avis. Avec Pac-Man, c'est aussi les grands débuts des consoles de salon, type Atari, qui débarquent dans notre quotidien, et pour continuer de se détendre, le cinéma nous offre alors des chefs-d'œuvre et des divertissements mythiques, Excalibur et les aventuriers de l'Arche perdue. Mais revenons à la politique française, je vais vous faire grâce du passage sonore de la victoire de François Mitterrand sur l'image du Minitel, vous savez, qui dévoile lentement et à une vitesse désespérément lente le visage du nouveau président. Sachez quand même que cette vitesse désespérément lente était voulue, et qu'en plus, comme les deux présidents avaient le même crâne, ça prenait encore plus de temps pour savoir qui réellement avait gagné. D'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, tellement tout le monde n'a retenu que cette image-là de ce soir-là. Mais évidemment, cette victoire est historique et bien sûr porteuse d'espoir pour beaucoup de gens. Je disais tout à l'heure que les années 70 n'étaient peut-être pas tout à fait mortes. Cette élection en est certainement le résultat. Les chanteurs engagés, et pour beaucoup à gauche, sont les porte-drapeaux de cette future génération Mitterrand. Écoutez cette chanson de Barbara, écrite quelques semaines après l'élection. Écoutez la force de l'attente et vous comprendrez certainement également la portée déceptive qui va suivre. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Écoute, ces fanfares et musique, tintamarre et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, oui, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé, que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est
se toucher et de tout recommencer. Regarde, planté dans la grisaille, par-delà les murailles, c'est la fête retrouvée. Ce soir, quelque chose